Il m'a dit, avec les qualités que tu as, si tu veux être le coq du village, tu le seras. Si tu veux monter à un haut niveau, tu n'y arriveras pas si tu ne travailles pas. J'ai eu la chance de rencontrer des hommes et c'est eux qui m'ont sauvé parce que je peux être. Je suis Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des légendes. Notre invité d'aujourd'hui a voyagé, beaucoup voyagé, 15 clubs professionnels, 17 déménagements et à chaque fois des passages qui n'ont laissé personne indifférent. Avec son profil unique de dribbleur, passeur, buteur, une sorte de Benzema avant l'heure, il a marqué les pelouses de France par ses prouesses techniques. Les quelques milliers de spectateurs du vieux stade venois de Caen se souviennent encore de ses arabesques face à Saragosse en Coupe d'Europe. Lors d'un match qu'il illumine de son talent, marquant ou faisant marquer 3 buts, il se révèle au monde du football. Par cette performance exceptionnelle, il frappe bruyamment à la porte de l'équipe de France où il décroche ses premières sélections. Virtuose technique, doté d'un coup d'œil diabolique et d'un talent hors norme, il est décrit par Coco Ciodo qui en a pourtant vu d'autres comme l'un des plus doués de sa génération. Mais ce talent brut est difficile à canaliser, aussi généreux sur le terrain que pas toujours académique. Son idole, Cantona bien sûr, à son image, il entrait sur le terrain sous les sifflets des supporters adverses avant d'en sortir tel un gladiateur avec leur respect, voire leur admiration. Formé au FC Nantes, il a évolué dans des clubs comme Caen, le PSG, Marseille, Strasbourg, Montpellier et même Watford, entre autres, avec 4 sélections en bleu, un titre de champion de France et une infinité de gestes techniques de grande classe pour la postérité. Il a laissé une empreinte indélébile dans le football français. Notre invité aujourd'hui, c'est Xavier Gravelaine. Xavier, bienvenue sur le podcast des légendes. Merci à vous déjà pour l'intro et puis merci pour votre accueil. Bonjour à Merci. tous. Xavier, c'est un grand plaisir en tant que fan du Racing Club de Strasbourg. C'est un grand plaisir d'accueillir un ancien Racingman sur le programme. On va commencer rapidement. Comment est venue pour toi la passion du football? Elle est venue à 6 ans, enfin bien avant 6 ans et demi. Et puis, bah, comme mon dernier petit enfant, dès que je voyais un truc circulaire, bah, je tapais dedans. Donc, mes parents ont compris que c'était le football, c'était pas le piano. D'accord. Tu t'inscris tout de suite en club ou tu joues avec tes copains? Comment ça se manifeste au Ah début? bah oui, dans la cour d'école, comme on commence tous, hein. J'étais plus passionné par la récré et les matchs de foot D'accord. qu'on faisait entre potes que par l'école. Et puis mes parents m'ont inscrit au club de Saint-Pierre-des-Corps, qui est à côté de Tours, parce qu'on habitait D'ac- Tours. Et D'accord. c'était les seuls qui prenaient les garçons, les enfants à 6 ans et demi. Tandis que le club de Tours prenait les enfants pas avant 8 ans, parce qu'ils étaient à l'époque en première division. Donc je suis D'accord. resté fidèle à Saint-Pierre-des-Corps, qui a sorti des grands joueurs comme Bruno Baranchelli, comme Rabat Rivroni, enfin voilà. Donc Ouais. c'était le truc des cheminots à côté de Saint-Pierre-des-Corps, à côté de Tours, c'est la Ouais. grande. Et je suis resté fidèle jusqu'à temps que je parte au FC Nantes à 15 ans. Voilà. D'accord. Donc c'est le club avec lequel tu es resté le plus Ouais. longtemps au final. Ah bah ça, heureusement, il n'y avait pas les transferts à l'époque. Ah, Quoique maintenant, on est dans une période où on commence à parler, ils ont des agents très tôt, mais moi, non, non, c'était une époque où on s'amusait entre potes et c'est ce que je veux pour les gamins que je conseille, c'est rester entre potes jusqu'à un certain âge. Et j'ai eu la chance de le faire. ouais, c'est ce qu'on entend de beaucoup de pros, justement, de garder la notion de plaisir aussi longtemps Bien que sûr. possible. Bien sûr. Et est-ce que tu es déjà une petite star dans ton quartier ou dans ton club? Tu es rapidement surclassé, ce genre de choses? Bah, à l'époque, il y avait la Ligue du Centre, la Ligue, vous savez, Normandie, tout ça. Ouais, Donc, j'ai participé. Effectivement, on était deux, trois du club à être sélectionnés en district et puis en Ligue. Donc, effectivement, très tôt, c'est pour ça que le FC Nantes, à l'époque, où il n'y avait pas beaucoup de centres de formation. Et quand on vous faites il y a une espèce de compétition qui est de toutes les ligues qui se réunissent. Et voilà, j'ai eu la chance d'être recruté par Guelzo Zaeta, qui était celui-là le recruteur du FC Nantes. Et vous avez cité Coco, mais surtout, il y a Coco Sodo que j'ai admiré, mais c'est surtout celui-là qui m'a formé, c'est Reynaldo Noex. C'est certainement l'un des plus grands personnages du FC Nantes avec Coco et Robert Buzinski. Voilà. raconte-nous un petit peu ton recrutement, comment ça se passe? Tu es supervisé? Tu dois passer des essais? Comment ça se passe?
Non, on les essaie, on les fait en Angleterre quand on est obligé. Non, mais c'était une époque où il y avait quoi, une dizaine ou quinzaine de centres de formation. Les tops, c'était Auxerre, bien sûr, avec Giroud, parce que qui avait développé ça à mon époque, dans les années 80. Il y avait l'FC Nantes, il y avait le Racing Club de Lens. Enfin, et c'était par Sochaux. rapport à voilà, Sochaux, tout. Il y avait pas. Là maintenant, on a 40 clubs professionnels. Je parle entre les Ligue 1 et Ligue 2. Et à l'époque, il y en avait une vingtaine qui avaient un centre de formation. Ça s'est développé plus tard. Et puis j'ai eu la chance d'être remarqué. Et Robert Buzinski est venu voir mon moment pour me recruter. J'avais Lens aussi, j'avais plein de clubs. Et puis, comme je suis d'origine polonaise du côté de mes grands-parents maternels, Budzinski a senti le coup et comme il était très malin, ben, il a remporté la mise auprès de mes parents. Mais je ne le regrette pas parce que franchement, c'était une belle époque avec Didier Deschamps, avec De Sailly et toute la bande, quoi. Tu évoques le fait que ce soit un peu tes parents qui ont décidé un peu pour toi. Et toi, tu avais un autre avis ou tu n'avais pas d'avis? Non, à mon âge, ce que ressemblait le FC Nantes, c'était un rêve. Et puis comme j'étais de Saint-Pierre-des-Corps, et puis Bruno Baron Kelly qui était de Saint-Pierre-des-Corps aussi, toute la famille qui était déjà là quand je suis arrivé. Pour moi, Saint-Pierre-des-Corps, bah, c'était un peu Nantes, quoi. Ils savaient tout le Tour Football Club, qui était le TFC, le FC Tour avant, à l'époque de Dionis et tout ça, me voulait chaque année. Et comme il ne m'avait pas pris à 6 ans et demi, je suis resté fidèle et puis j'avais pas envie parce que j'étais avec mes copains. Donc le FC Nantes, pour moi, ça représentait toute la bande, Loïc Amis, enfin, tout ça, tous les débuts de Canal Plus en 84 sur la télé. Donc le FC Nantes, c'était quand même quelque chose qui était waouh, c'était super, quoi. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu photo. Mais j'ai pas eu de discussion avec mes parents parce que j'avais un petit caractère. Et puis quand Budzinski qui avait senti de la chose, bah, j'ai préféré le FC Nantes tout de suite, quoi. Voilà. Alors, tu parlais des origines polonaises de ta famille. Il y a aussi une grosse communauté à Lens. Comment est-ce que Budzinski a fait, je dirais, jouer la fibre patriotique pour convaincre tes parents? Non, parce qu'ils ont commencé très tôt. Après, c'était Romain Gérudis qui est venu une fois que j'avais signé, puisque mon contrat, on avait signé un petit peu plus tôt. Vous savez, l'accord comme quoi, effectivement, dans 3 mois, 4 mois, j'allais au Sénat. Et comme ça n'avait pas été homologué, Romain Argirudis, qui était à l'époque directeur du FC Lens, qui sont venus comme ça par la Ligue, par le club et tout ça, qui avait reçu une invitation pour que j'aille faire un stage. Et puis voilà, donc, je suis fidèle, j'adore le FC Lens, c'est le seul club où, pourtant j'en ai fait. J'aurais Mm. rêvé, j'ai failli y aller, mais c'est le seul club où j'aurais aimé ne pas louper dans les nombreux clubs que j'ai fait, malheureusement. D'accord. Donc, tu arrives au FC Nantes. Je ne Ouais. sais pas si c'est déjà la Jaunelière à l'époque. Oui, bien sûr. C'était le D'accord. début de la journalière. Mais c'était à l'époque où les centres de formation recrutaient chaque année, on va dire, entre 5 et 10 joueurs. C'est plus ce qu'est maintenant. Donc, ils choisissaient dans chaque ligue. Et je suis arrivé, Didier Deschamps, qui était mon pote de promo, était arrivé un an avant, je crois. Et Sidi Kaba, qui jouait à Blois, lui, était le plus jeune joueur qui avait été là. Donc, ouais, c'était la Jaunelière. C'était ça. Tu fais partie de cette promo assez incroyable hein, quand tu réfléchis. Didier Deschamps, tu as Marcel Desailly qui est né un mois avant toi. Et Ouais. Non. vous Ouais. êtes quasiment tous dans les chambres les uns à côté des autres. Oh là 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 là. Le scandale. Ouais, ouais, allez-y, allez-y, hein, je vous Non, non, écoutais. mais j'écoute. Non, c'était super parce que on était à la Genelière, c'était vraiment, bah, vous savez, sur les bords de l'Erdre, vous aviez une chambre pour l'intérieur et une chambre pour l'extérieur. Je vous raconterai mes bêtises quand on sortait à l'extérieur, mais c'était vraiment une ambiance familiale, ça n'avait rien à voir ensemble. On était sous la houlette de Reynald, de Nouex. On était une bande de potes. Il y avait après la génération Ferry, Jean-Michel, Mm. et puis en dessous il y a les bébés pousses locaux, Pedro, Wedek qui sont arrivés en dessous de nous, mais on n'était pas 50 à arriver dans un centre de formation, on était 5 6 chaque année à arriver de toute la France. Mais Didier était déjà arrivé. Didier est né le 15 et moi je suis né le 5 octobre. Voilà, donc D'accord. on était très potes. Et quand ils te recrutent, ils ont déjà une idée du poste que tu vas jouer? Sûrement, mais ils ne vous le Hmm. disent pas. Mais D'accord. on était pareil, c'est pareil, c'est Reynaldo Noël,
Il y avait Coco Sfodo au-dessus, qui était formidable. Enfin, moi, et c'est là où j'ai commencé à comprendre ce que c'est le football au-delà de mes bêtises d'adolescence. Et quand on avait fini l'entraînement, bah, regardez le virtuose, Coco Sodo avec ses deux caniches, qui expliquait à Vaïd Haliotic, à José Touré, à tous les ténors. Et on regardait parce que ce petit bonhomme qui se baladait en dansant, en expliquant, en étant gentil, et que tout le monde écoutait, on était vraiment impressionnés parce que franchement, cette époque-là, c'est la grande classe. Reynald Denouès, Coco Sfodo, Buczynski, enfin voilà. Tout ce qui a été Mm. le sénat à cette période-là, c'est fabuleux. Vraiment, ça m'a marqué pour le reste de ma carrière, qui a été un petit peu en dents de scie par rapport à mes bêtises ou mes volontés. Mais franchement, j'ai la chance d'avoir été formé et déformé. Alors ça, je vais l'expliquer pourquoi. Parce que, par le FC Nantes, voilà. Comment tu décrirais ton caractère à ce moment-là par rapport à maintenant d'ailleurs? C'est quoi ton… Non, quand je dis caractère, c'est pas ça, parce que à l'époque, vous pouviez avoir. Alors Didier était à l'époque pas un fan de la technique, mais il courait partout. C'est-à-dire Mhm. que avant, le football était, vous aviez une grosse qualité, bah, les recruteurs prenaient par rapport et faisaient un groupe par rapport aux qualités que vous aviez. Moi, j'avais horreur de courir, mais par contre, techniquement, voilà, donc c'est ce qui m'a sauvé pendant plusieurs années. Mais maintenant, il faut être complet partout. Ce qui n'était Ouais. pas le cas avant, parce que le football a évolué, pour X raisons, physique et tout ça. Mais Didier, quand il est arrivé, il était, allez, on va dire, le même qu'il était quand il a été joueur, quoi, la même morphologie. Donc il courait partout, il imposait, il ratissait tout. Enfin, Marcel de Sailly, c'était l'élégance, le black cool of the gang, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Avec d'autres qualités. Mais voilà, c'est pour ça que les clubs, les centres de formation nous faisaient travailler nos défauts. Mais c'est vrai que Mm. moi, techniquement, en étant gaucher, bah voilà, donc c'est leurs critères qui ont fait que ils assemblent des joueurs comme un puzzle pour faire des groupes et des générations qui arrivent en espérant à monter au-dessus, quoi. Est-ce que tu avais un plan B si le foot pour toi ne marchait pas ou ça a toujours été Ouais, vraiment l'idée fixe de toujours. ah, toujours. Toujours, l'école m'ennuyait, au grand désespoir de ma maman. Ouais, Mais je tapais toujours dans un ballon, comme tous ceux qui sortent maintenant, hein, donc à partir ouais. de ce moment-là. Et bien après, si j'avais échoué, j'ai un truc qui est complètement atypique, c'est que j'aurais voulu être marin-pêcheur. Alors quand vous êtes de Touraine, Ouais, c'est après clair, c'est avoir pas vu du tout la région. La Loire et le Cher, ah ouais, mais j'aurais voulu être marin-pêcheur. Voilà. Donc Ouais. c'est surprenant, mais je sais pas d'où ça vient. Bah, c'est peut-être Moi ton qui viens de amour la pour terre, de la faire, Touraine. faire vibrer les filets, hein, c'est peut-être ça. Ouais. Ouais, mais enfin, c'est quand même, faut y aller. Non, c'est toujours un métier j'ai toujours aimé la nature et puis la violence du temps, enfin les tempêtes. Mais bon, ça s'est pas fait, mais j'aurais bien aimé. C'est pour ça que je suis attiré par la mer. En allant à Nantes, tu te rapprochais un peu de la mer quand même. Ouais, mais en Normandie, c'est plus chaud hein, Ouais. que là. Et c'est vrai que on m'avait dit un jour, il me dit, mais tu verras, ton premier club pro, vraiment, tu seras près de la mer. Donc, que ça soit à Nantes, parce que j'aurais Mm. pu percer à Nantes, même s'ils m'ont viré et m'ont repris. Mm. Mais après, c'était Caen et c'est le bord de la mer. Donc, souvent, j'ai été attiré inconsciemment par être au bord de l'eau. J'aime bien, ouais. Je suis tombé sur des articles de l'époque où tu disais que tu n'étais pas le plus sérieux au centre de formation, que tu sortais quand même pas mal, Donc, que c'est celui-là qui se t'es. faisait le plus se prendre. Ça n'a rien à voir. Et qui couvrait les autres. Mais bon, c'est pas grave. Ah aussi, c'est important. On a eu Bien cette sûr. discussion Didier avec Didier Six. Six, qui Ah, avait exactement le même Doundarziz, problème. Monsieur Doundarziz. Ouais, Exactement. Ouais. exactement, et qui évoquait un peu le même problème, c'est-à-dire que il considérait qu'il sortait pas plus que les autres, mais lui, il se faisait prendre et il dénonçait jamais. Ça, c'est la base quand vous sortez, vous dénoncerez pas. Puis après, avec l'expérience, j'ai dit, mais moi, je suis un leader, je suis toujours le dernier à ramener toutes les troupes quand vous êtes D'accord. capitaine. Le Donc, capitaine c'est de bateau, de nouveau. une excuse qui est moyenne, mais qui passait pour certains, quoi, quand Ouais. on est capi. Tes camarades de promo te disent lâche ton sac de sable le matin parce que tu es peut-être un peu plus lent que les autres. Tu disais toi-même que tu étais un peu carbonisé. Tu te reposais beaucoup sur ta technique, on va dire, comme tu l'as dit Exactement, ouais. un peu avant. Ouais. Ouais. Et ça, c'est Rénal. Ouais, c'est Rénal de Moix qui me disait souvent ça. Ouais. Mm. Alors que pour le coup, à l'époque, de mémoire, il y avait quand même un travail foncier qui était énorme, hein, chez Denouex et Suedo, où il fallait courir quand Ouais, même, hein.
c'était quand même basé sur on court, et puis après on court, et après on court. Il n'y avait pas que la technique quand même, hein. Non, mais quand vous êtes jeune et tout ça, moi j'avais, enfin, c'est vrai, effectivement, quand vous passez d'un club amateur où vous êtes un peu le chouchou, la star d'un petit club et tout ça, puis se mettre au vrai boulot, un truc comme ça. Moi, j'avais une astuce parce que c'est pas que j'aimais pas courir. Quand on courait souvent sous la pluie, à Nantes ou Oui. partout, et on avait un kawaii, et pour moi, courir longtemps, il fallait que je planque. Et ça, je me suis fait choper par Reynald, un jour, Reynald de Nouex. Vous savez, c'était l'époque des Walkman. Ouais, Oui. Et ouais. j'ai planqué mes Walkman sous ma capuche parce qu'avec la musique, ça me permettait d'essayer de suivre des Deschamps et toute la bande qui courait et tout ça à mon rythme. Mais courir pour courir, c'était pas un truc qui était le premier atout, quoi. Voilà. Ouais. Donc, mais Mm. je l'ai compris très vite après. Effectivement, au bout un an et demi, qu'il fallait quand même progresser comme ça. Et qu'est-ce que tu écoutais dans ton Walkman? La musique française, Francis Lalanne. J'adorais. D'accord. Alors, vous imaginez, ça me faisait rêver quand on. Le parcours de la Jonelière, un truc comme ça. Tu te Waouh, faisais ouais, vraiment violence. Tu te faisais violence. Écouter ouais, Francis ouais, Lalanne en ouais. courant, Là, sous la c'était pluie, pas le bord du suicide, mais bon, on y allait quand même, hein. Euh, le masochisme. Non, mais j'ai toujours aimé la musique française. Ouais. Et donc, Budzinski te prend entre quatre yeux, Oui. il te recadre. Raconte-nous un petit peu ce face à face. Il m'a dit, si tu, avec les qualités que tu as, si tu veux être le coq du village, tu le seras. Si tu veux monter à un haut niveau, tu n'y arriveras pas si tu ne travailles pas. Le coq du village, c'était pour lui, il dit, mais avec les qualités que tu vas passer à côté de ta carrière. Tu joueras en D3, en D4, tu seras le coq du village dans ton petit club parce que tu t'en sortiras toujours. Mais si tu veux monter là-haut et tout ça. Donc, c'était des phrases chocs, mais franchement, il y a les entretiens avec Buzinski, on passait tous, hein, parce que c'était les directeurs sportifs, on se tenait à Oui. carreau. Mais l'homme qui m'a le plus aidé dans les périodes compliquées, c'était Coco était pris par les pros, donc c'était Rénal. Rénal a été pour moi, enfin Rénal de Nouex, et il a arrêté sa carrière à une époque, même s'il était un très grand consultant. Et quand j'ai travaillé pour la reprise du FC Nantes, j'ai tout fait Mhm. pour qu'il revienne. Avec le laps de temps que j'ai fait dans la transition, on en reviendra peut-être dans ma deuxième carrière. Mais Reynald de Nouac, c'était pour moi comme un père, parce qu'il savait mon caractère. J'y ai fait les pires bêtises, et le seul que j'écoutais, c'est vraiment Reynald. Ouais. Ouais, j'y ai fait voir de toutes les couleurs, hein. C'est quoi les pires bêtises, Xavier? Parce que j'ai du mal à Bah, quand m'imaginer. j'étais. Non, c'est parce que alors, une anecdote, quand on. Parce on avait on était trois quatre, je vais pas lancer mes copains, mais Bon, bon, tu peux voilà. maintenant, à 40 ans plus tard, tu peux y aller. Non, mais on sortait souvent avec Jean-Jacques Edly. Ouais, je vois. Moi, j'ai rien à cacher, hein, Mm. on s'en fiche. Mais on sortait souvent quand on est 16, 17 ans, quand vous avez la porte qui sortait derrière la Jonelière, vous descendez le truc. Et quand Reynald de Nouex passait, qu'on était dehors à des heures pas possibles, alors qu'on n'aurait pas dû être là, eh ben, son passage, son signe, c'était il dégondait les portes des gens qui n'étaient pas dans leur chambre. Ah Donc, de oui. temps en temps, il arrivait à 11 heures du soir, minuit, de temps en temps, et il dégondait les portes. Et donc, ça voulait dire que quand on rentrait un peu tard, parce qu'on avait fait des sorties en discothèque, on avait fait des trucs comme ça, où on allait chasser les filles, et ben, quand on rentrait par la porte extérieure, vous savez, en Mm. bas de la tonnelière, et quand on voyait notre porte dégondée, on savait qu'on allait prendre cher le lendemain matin. Donc, D'accord. et ça nous est arrivé, mais il y a un tel respect, on avait un tel respect. Mais c'était pas la même jeunesse que maintenant. C'est pas méchant, Ouais, mais c'était pas ouais. des grosses bêtises. Mais bon, voilà. Donc, Et mais prendre cher, c'était quoi? C'était des tours de terrain supplémentaires? C'était non, parce que non, il n'y avait pas besoin. Il nous regardait, puis après, il me dit, bah, après l'entraînement, tu passes au bureau. 1 heure de Francis Lalanne, c'est ta punition. Et ça veut dire quoi, Non, passer mais au bureau de Denouex? Il t'engueule? ouais, de Rénal, et puis voilà, quoi. Mais puis c'est vrai, puis après on se tenait à carreau. Mais c'était une forme de respect. Reynald Denouac, c'est une personne exceptionnelle. Donc, quand on le Mhm. voit dans ses analyses, c'est pour ça que voilà. Et il a une expérience incroyable. Enfin, et bon, bah, quand on est jeune, des fois on écoute et on n'écoute pas. Mais et c'est lui qui m'a sauvé quand ils m'ont viré. C'est lui qui m'a trouvé le FC Pau à lui tout seul pour voilà. C'était Reynald Denouac. Il y a des gens qui
ont besoin du public des champs pour Mmh. exprimer, tout comme ça. Puis il y a des gens qui sont extraordinaires et ils ont pas besoin de la lumière pour savoir qu'ils sont extraordinaires. Donc, Mmh. dans ma carrière, Reynald Denouex et Coco, après, parce que j'ai goûté un peu à Coco pendant quelque temps, mais Ronald Denouex, c'est une personne certainement l'une des plus importantes de ma carrière. Mm. Tu Mmh. penses que tu aurais fait la carrière que tu as faite sans Denouex? Bah, quand je dis formé et déformé, le problème c'est ça, ils aiment pas ça parce que putain, ce qu'ils m'avaient repris quand j'ai joué en pro après, quand ils m'ont transféré et tout ça. Et dans une interview, parce que je dis toujours, je suis un peu franc, enfin, je veux dire, Mmh. et c'est vrai qu'au FC Nantes, on est formé et déformé. Donc lui, il n'avait pas compris, il m'attrapait un match, il me dit, mais pourquoi tu dis ça et tout comme ça? Je dis, bah oui, parce que quand on est formé par une telle qualité, et le jeu à la Nantaise, qui est vraiment ce Mmh. qu'il y a pu, ce qui a existé, pour les Ouais. Nantais, ils savent tout ça. Et quand vous êtes formé, quand vous allez dans d'autres clubs, vous sortez du FC Nantes, C'est dur. et vous comprenez pas pourquoi, quand vous faites une 2-3, vous le pensez, et Mmh. que le 3 il n'est pas là. Personne. Ouais, Ouais, vous personne te êtes suit, ouais. Et c'est vrai, non, mais pour beaucoup de joueurs nantais, hein, ouais, attention. complètement. Et c'est pour ça que c'était la beauté de cette formation-là, c'est qu'on parlait toujours de le jeu à la nantaise. Mais je ne l'ai pas dit méchamment, mais et après, quand c'est expliqué, il me dit, ouais, mais dis pas ça parce que ça fait une mauvaise image. J'ai dit, ben non, c'est valorisant. Enfin, pour moi, c'était valorisant. Ouais, bien Mais c'est sûr. vrai Et que puis c'était beaucoup un de joueurs qui sentiment. ont été formés qui ne sont pas passés enfin, en pro, parce qu'on n'est pas tous à passer. Quand vous arrivez dans le monde amateur parce que vous n'êtes plus là, c'est compliqué quoi. Parce que quand vous êtes habitué depuis l'âge de 14 ans jusqu'à 20 ans, une, deux, trois, la planche, bam, bam, vous savez que ça part à droite et sans regarder, vous y allez, bah, Mmh. c'est pas le cas partout. Ouais. Et c'est effectivement certainement l'un des plus beaux jeux qui a existé. Attention, il y en a d'autres, hein, parce que faut pas. Mais le jeu à la nantaise, bah, on en parle souvent, hein. Et nous, on a été formés comme ça. Donc je dis, mais c'est pas péjoratif, c'est juste, c'est compliqué pour ceux qui partent du FC Nantes, quoi. Voilà, c'est tout. Et Ouais. et et en plus, honnêtement, ta parole, est tout à fait juste parce qu'il y a peu de joueurs du FC Nantes qui étaient, on va dire, offensifs, qui ont percé Ouais. ailleurs, Bah, je À veux à dire. l'extérieur ouais, à l'extérieur du FC Nantes, ouais. bah, C'est c'est ça. Bah, après, je pense surtout à la génération d'en bas, hein. Ouais. C'est-à-dire Nico. Bon, après, au niveau Reynad, défensif, voilà, au niveau défensif, avec Claude c'est Makelele, différent. Au ouais, c'est contraire, différent. Mais ils s'en c'est sortent vrai, pour beaucoup les plus. offensifs, c'est plus compliqué. Non, les offensifs s'en sortent beaucoup plus parce qu'ils sont considérés comme des Les défensifs, tu veux défensifs dire? avec une belle relance. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, hein? À part Michel Bibard, hein. Je sais À pas si part tu as Michel connu. Bibard et mais Non, autrement, mais il y a. ils sont censés être, ou Ouais, des latéraux ouais. offensifs. Donc Voilà, c'est ça. Donc, mais c'est pas péjoratif, hein, c'est non, pour moi. Mais après, des fois, vous avez des propos qui sont interprétés par des journalistes ou tout comme ça. Puis même vous, peut-être que les mots sont pas dans la même forme. Mais pour moi, bien sûr. je suis fier d'être estampillé FC Nantes, quoi. Voilà. Mmh. Bon, voilà. Bon, après, c'est autre chose. Et c'était quoi tes lieux de prédilection à Nantes? C'est où que tu traînais le plus? Speakeasy, OK. tu connais? Ouais, je L'ancien connaissais, ouais. speakeasy. Non, mais c'est une génération. Enfin, c'était pas ça. On était content d'aller vadrouiller à droite, à gauche. Voilà, on était avec Jean-Jacques Eddy qui était le plus ancien. On était 4-5. Enfin, voilà. Mais c'était pas méchant, quoi. C'était bon enfant, quoi. Mmh. Est-ce que Voilà. Deschamps sortait aussi avec vous ou il était vraiment sérieux dans sa chambre à réviser les schémas tactiques? Il a tout fait. D'accord. Avant de connaître sa femme. Mmh. D'accord. Avant de connaître Claude Zou. Voilà. Mais, euh, mais le problème, c'est que lui, il était. Bon, après, bon, malheureusement, il y a eu ce dramatique accident qui a fait perdre la vie Un à 7 Seth, à Jean-Michel, à Seth Adoncor, qui était le demi-frère de Marcel. de Marcel, plus Jean-Michel Labéjoff, qui était l'un des plus grands espoirs, puis Sidi Kaba, qui était rescapé qui était Mmh. vraiment l'avant-centre, le futur, quoi. Donc, cet accident-là, vraiment, alors qu'ils allaient manger un dimanche sous la pluie à Saint-Nazaire, je crois, chez la famille à Laurent Aubry. Mmh. Ça nous a marqué et on a arrêté nos bêtises. Enfin, c'était pas des bêtises, on sortait, Ouais. quoi. On avait une petite paye, donc voilà, Puis on avait envie de trucs, mais c'était pas des grosses bêtises, hein. On n'a pas fait de grosses bêtises, mais enfin, quand tu es adolescent et que tu rentres un peu tard et que normalement tu devrais être là. Mais là, l'accident
des trois garçons là-haut a marqué à vie tout ce qui était en dessous, quoi. Ça a Ouais, été pour nous un coup de frein, ce qui a permis aussi, malheureusement, enfin, heureusement ou malheureusement, la montée très vite de Marcel, de Sailly Ouais. et de Dédé en pro directement, quoi. Donc, mais ça a été un coup de frein, c'était une catastrophe pour tout le monde, pour nous. quand il y a cette tragédie qui arrive, vous êtes suivi par des psychologues? Non, Voilà, parce qu'on n'est pas à une époque, on n'a pas besoin maintenant. Bientôt, il faut. Voilà. Non, non, c'est pas ça, mais c'est la famille qui a été touchée, quoi, vous savez, parce qu'à l'époque. bien sûr. Et, euh, et puis on a tous été en bus aux excepts de Jean-Michel, de tout ça. Donc, ça nous a vraiment touchés, ça nous a aussi calmés sur certaines Mmh. bêtises, mais il n'y avait pas besoin parce que c'était Un très bien refocus, quoi. expliqué. Mmh. Ouais, ouais, mais enfin, on sortait pas tous, hein, parce que Non, 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 on je se comprends. reportait pas tout le temps. Mais à Nantes, c'était un esprit famille. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a Oui, bien toujours Bien été sûr. sûr. comme ça. Donc, il n'y avait pas besoin d'expliquer. Enfin, les dirigeants ont été top pour nous Ouais, expliquer un peu le malheur. Et après, ça s'est calmé. Voilà. Et puis après, Marcel est monté très vite et Didier est monté très vite. Ça a été un chamboulement dans le truc, mais enfin, on n'était pas tous les soirs dehors non plus. ouais, Mais c'était un esprit de famille et ça a calmé tout le monde. Ce qui s'est passé, ça a choqué tout le monde, quoi. Voilà. d'accord. Et donc tu as cette, conversation avec Budzinski, tu pars du club. À Ah, je ce suis moment viré. ouais, ouais, tu Ah, Comment moi, viré. ça se passe? Comment ils t'annoncent justement que tu es viré? non, c'est parce qu'en plus, Coco, Rénal en avait. Enfin, et puis Coco Sodo me prend dans le groupe. Et puis sur la fin, sur la dernière année où il pensait me virer, Rénal me tente libéraux sur deux, trois matchs en 3D, parce que en troisième division, qui est l'équivalent national. Je m'en sors, un peu trop technique pour tout. Et Mmh. puis Rénal, Coco me dit, ah, il sauve encore ma tête auprès de Bud avec Rénal. Et puis Mmh. après, bon, bah, ça s'est pas fait. Et puis, il me restait 2 ans stagiaire. À l'époque, on était soit aspirant, stagiaire, 3 ans stagiaire, et on était obligé de signer 5 ans pro, quoi. Et puis, il restait 2 ans. Et puis, pour X raison, au bout de la première année stagiaire, bon, j'ai pas répondu certainement aux attentes, parce que tout ce qu'on avait connu entre 14 et 15 ans. Donc, Mmh. il me laisse libre, alors qu'il reste 2 ans stagiaire. Reynald Denouex, qui m'adorait. J'avais écrit à tous les clubs de Ligue 1, Ligue 2, vous savez, les CV, parce que vous êtes viré, tout ça, même s'il y avait 2 ans de contrat. Et puis, Reynald Denouex m'appelle et me dit, il y a Pau. Et Pau, c'est Paul Escudé, le papa du tennisman Oui, Ouais, Nicolas, ouais. et du joueur de foot, ouais, oui. Et Julien, ouais. et de Julien. Et c'est à Pau, c'est amateur. J'avais des refus partout. Donc, comme par hasard, le Sénat bah, me libère. L'UNFP n'a pas été très présente, alors j'avais demandé à l'UNFP de m'aider. Mmh. Et puis, il me reste 2 ans de contrat. Donc, je pars à Pau, où on est 6, 7 joueurs à faire du football la journée, quoi. Et les autres, bah, ils travaillent, quoi. Ouais. Voilà. Donc, je pars à Pau, c'est Rénal qui me trouve ça. Et puis, au départ, il y a Paul Escudé, qui était adorable aussi, qui était classe, incroyable, très professionnel. Je devais venir comme milieu de terrain, et puis au bout de quelques matchs, il me dit non, non, tu vas jouer là-haut, tu vas jouer devant. Et puis là, je termine la saison, on fait un super parcours. Ouais, je termine la saison avec 20 buts, je crois, en troisième division Mmh. sud-ouest. C'est à l'époque où il y avait des trucs comme ça. Les différentes régions, ouais. Et là, comme par hasard, bah, le FC Nantes s'est rappelé qu'il m'avait suspendu un an, il me restait un an, alors Ouais, que j'avais plein de propositions, Bordeaux, enfin voilà quoi. Mais ça, si Reynal ne me trouve pas Pau, bah, je serais passé aux oubliettes. Donc c'est pour ça que. Et j'ai fait une grosse saison parce que quand je suis arrivé à Pau, j'ai eu le malheur de perdre mon grand-père et mon père dans la même fournée. Et puis mon ouais, meilleur ami était un Portugais qui faisait les 3-8 chez Ford. Ah ouais? Et c'était mon meilleur pote dans l'équipe. Ouais. Et que lui, il sortait des 3-8, il allait à l'entraînement le soir parce qu'on s'entraînait. Les 6, 7 joueurs ils s'entraînaient le matin et tout le reste Oui. du groupe s'entraînait le soir. Donc là, ça vous remet les idées en place au-delà du deuil familial que j'ai vécu en très peu de temps, qui m'a touché. Bah, je pense que dans la tête, le fil rouge est revenu sur le bouton rouge et le fil vert est revenu sur le bouton vert. ouais. Donc ça m'a fait, waouh, voilà.
Ouais, c'est une année qui te fait mûrir très, très vite, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Puis après, le FC Nantes s'est rappelé qu'il y avait un an, alors que moi, pour moi, j'appartenais plus au FC Nantes. Et puis je suis revenu et ils m'ont prêté à Saint-Seurin-sur-Lys. Et à Oui, l'époque, ils étaient dans le même groupe qui est monté en deuxième division. Où là, c'était humainement, avec des anciens comme Jean-Marc Furlan, son beau-frère Michel Leblaillot et tout ça. Ils ont voulu me prêter en deuxième division, puis là, ça a bien marché aussi avec André Menot, qui était prof à l'université de Bordeaux, où là, c'était très dur. Et on jouait à 4-3, donc je suis fini à ligne gauche et j'ai fait 10 buts. Et puis là, j'étais obligé de signer 5 ans professionnel, parce qu'à l'époque, on était obligé. Ils se sont oui. souvenus que j'étais toujours là. Et puis, je suis revenu à Nantes pendant un mois, mais sous l'effet Blazevic. C'était autre Oui, qui chose. était moins glamour. Ouais, moins glamour, ouais. Donc, au bout d'un mois, comme j'avais fait, bah, je m'étais éloigné, j'avais monté, j'étais en progression. Parce que Blazevic, ça n'avait rien à voir, hein. Ça a été le début du déclin du FC Nantes, avant Mm. qu'il revienne à Rennal. Et les jeunes prenaient cher pour ça. Donc, c'était un peu compliqué. Au bout d'un mois et demi, j'en avais marre de me faire hurler dessus. Puis, comme vous avez fait une bonne saison en truc, hein, j'ai demandé à Buzinski de partir. Et là, j'ai connu notre célèbre Mimi, le millionnaire. À Laval, ouais. Me voulait absolument. Voilà. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer des hommes humainement. Et c'est eux qui m'ont sauvé parce que je peux être. Je suis. C'est un affectif quand même quelque part, Oui, oui, Xavier, oui, non? oui, 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 oui. Oui. Et tous mes agents, enfin, j'en ai pas eu beaucoup, mais tous mes agents, et toujours, on disait, à chaque fois que on m'a dit, attention là, parce que putain, il est dur, comme Smereki, comme Francis, qui Mmh. était réputé pour être dur. Ben, voilà. J'ai toujours accroché avec des gens qui humainement m'avaient fait confiance. Et quand j'étais en difficulté, m'ont aidé. Donc à partir de ce moment-là, ouais, je donnais tout pour les autres. Michel Le Millénaire, bah, on le connaît, hein. C'est Mmh. pas non plus un dur. Voilà, je suis dans l'affection tout le temps. Et j'ai fait des choix sur des choix de personnes et de l'affectif, voilà. Dans toute ma carrière. À ce moment-là, tu as déjà une petite réputation de joueur difficile ou est-ce que Nantes Non, te savonne la planche? non, 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 parce que après Blazevic, Coco revient. Bah, quand ils ont compris que Blazevic, c'était pas le style nantais. Ouais. Ouais. Et que le Euh, président est viré aussi, hein, Max Bouillet est viré. Enfin, oui, il enfin, au-delà de son décès, oui, ouais. effectivement, c'est un changement parce que moi, c'était Louis Fontenot, enfin, ouais, c'était Buzinski, enfin voilà. Ils ont voulu changer et Coco a voulu me reprendre et moi, je n'ai pas venu. Après l'année à Laval où j'ai joué numéro 10, j'ai dû mettre, je sais plus, je sais pas mes stats, et que ça s'est très bien marché parce qu'à l'époque, on avait 13 deux 13 groupes. buts officiellement, Xavier. 13 buts, 13 Ah, buts. Ouais. ah ouais, à Laval? Mmh. Avec les matchs, ça devait être à l'entraînement, non? En plus, non? Les Non, matchs. non, 13 buts, Non, non, sur mais 38. ah ouais? Et puis, Mmh. mais à l'époque, on avait, c'est pareil, c'est là que j'ai connu Franck Leboeuf. On avait deux groupes de Mmh. deuxième division, c'était un truc, et puis on a joué les barrages. Enfin, j'aime le côté humain, moi, de groupe, quel que soit le truc. Non, on s'entend pas dans un groupe, hein, il y a des clans, mais un tel respect pour Michel le Millénaire que je me suis éclaté fraîchement. Il m'a dit non, tu vas redescendre d'un cran, je vais te mettre en 10 parce qu'il avait deux attaquants. Mmh mh. Et puis voilà, donc je suis revenu à mon poste initial et basta. Et après, il me restait 4 ans de contrat à Nantes. Et Coco a tout fait pour que je revienne et je n'ai pas voulu parce que quand, avec Daniel Jean Dupeux, j'ai fait partie d'un package avec Philippe Montagnier et je voulais pas revenir à Nantes. Voilà. Mais c'est pas, je serais revenu à Coco parce que Coco, voilà, c'est fabuleux comme Reynald de Noax, mais avec ce que j'avais vécu depuis 2 3 ans, j'avais plus envie de revenir à Nantes, puis qui m'avaient jeté et qui m'ont repris, m'ont fait rappeler Mmh. que j'avais des contrats, voilà. Mais ça n'avait rien à voir avec Coco et tout ça. Coco et Reynald de Noax et Bud, voilà, ouah, c'est un truc. Donc après, quand Daniel Jean Dupeux, sur un match amical, en hiver, m'a truc, ils ont profité. Ils m'ont mis dans le package avec Philippe Montagnier, Qui qui avait revenait, qui voilà, revenait à voilà, Cognac. qui avait été acheté par Nantes, qui s'était mal passé. Donc ils Ouais. m'ont mis dans le package. Et puis Daniel, bon bah Daniel, c'est le jeu, quoi. C'est le foot, quoi. Mais c'est déjà le début, tu vois, dans cette période-là, dans les années, effectivement, 88, 80, 91, un peu ton début de la Ouais, transhumance.
où tu commences à aller dans plein de clubs différents, parce que tu l'as dit, tu es allé à Pau, Saint-Sernin, Bah, j'ai été viré, hein. Laval. J'ai été viré à Pau. Enfin, après, à Nantes, ils m'ont rappelé que j'avais 2 ans de contrat alors qu'ils m'avaient viré. Donc, Mmh. ils voulaient me mettre à La Roche-sur-Yon ou à l'époque où ils avaient un Oui, ils avaient des accords. partenariat. Et Ouais. moi, je lui dis, non, non, moi, je rentre pas dans votre partenariat. C'est bon, vous m'avez viré. Maintenant, vous me rappelez que j'y reste un an. J'ai Bordeaux, j'ai plein de clubs. Donc, je reviens. Mais je choisis où je vais. Comme je voulais pas, ils ont insisté, insisté parce qu'ils avaient un partenariat avec La Roche-sur-Yon. Je dis, ah non, j'irai pas à La Roche-sur-Yon. Donc, et c'est fini à Saint-Seurin-sur-Lys, Mais 2800 habitants et 4000 au stade, quoi. 4000 personnes mmh. au stade où le curé est obligé de changer les horaires de la messe, sinon il n'a plus personne. Mais, mais c'est des aventures humaines. Quand vous connaissez Jean-Marc Ouais. Furlan, qui est en fin de carrière, Michel Mmh. Leblaillot, enfin, moi, j'attache beaucoup à l'humain. Parce que voilà, j'ai eu la chance de commencer ma carrière comme ça et la finir à Équistre que dans l'humain et Mmh. faire des trucs incroyables. C'est pareil quand je dirige des personnes, quand j'ai des postes à responsabilité, vous Mmh. obtenez beaucoup de choses. Alors, des fois, je peux être très dur, mais pour ce que j'appelle pas le petit personnel, mais je suis plus dur avec les joueurs de football qu'avec le personnel du club. Et souvent, voilà, j'ai deux personnalités, j'ai deux facettes, on va dire. Voilà. Ouais. J'ai les motifs, l'émotion et je peux comprendre beaucoup de choses si on me ment pas. Voilà. Donc tu vas à Caen, c'est un peu là que ta carrière, décolle, Ouais, bah, bien sûr. Mmh. Mmh. notamment, comme je le disais dans l'introduction, ce match au Saragosse où c'est vraiment Mmh. là que tu exploses et là c'est vraiment l'étoile filante. En quelques semaines, ta carrière, accélère de manière assez prodigieuse. Tu as un mec comme Jean-Michel Larquet qui est généralement assez avare de compliments, qui s'enflamme Évidemment. complètement, Ça, c'est la deuxième année, ouais. Ouais. ouais, qui Mmh. s'enflamme La, complètement. Ouais, alors ouais. raconte-nous tes débuts et raconte-nous un petit peu ton intégration, tout ça? Bah, la première année, bah, j'arrive, voilà, on fait l'armée avec Hippolyte Gambetto au bataillon de Joinville. Vous voyez, c'était Bien l'armée sûr. avec les Ouais, ouais. sportifs de haut niveau. Et puis là, j'étais pas titulaire, j'arrive, c'est normal, c'est un jeune. Et puis avant Noël, il y a un grand monsieur qui s'appelle Jesper Olsen, qui était l'arrière-gauche, qui venait de Bordeaux et tout ça, qui est à l'entraînement, puis il est parti à la trêve, mais il jouait milieu de terrain sur la gauche. Et puis il Mmh. disait à Daniel, je veux bien descendre derrière parce que mais par contre, le petit, il faut le faire jouer. D'accord. Donc, et c'est vrai, hein, c'est la vérité ce que je vous dis, c'est incroyable, la première année. Et je suis rentré comme ça, milieu gauche, parce que j'espère au a dit, moi, je veux bien, parce que je veux bien jouer arrière gauche, mais il faut que le petit, il soit devant moi. J'espère Olsen, on le connaît tous, hein, Manchester, enfin, Danois, enfin, top, hein. Et puis, puis il m'adorait. Il a dit à Daniel, essaye-le devant moi. Dans ce cas-là, j'accepte de jouer derrière lui. Ah, incroyable. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et j'ai commencé à jouer en pro la première année, j'ai dû mettre, je sais pas, 5 6 buts ou 7 buts et c'est là que j'ai explosé et après la deuxième année, après le bataillon de Joinville, là, Daniel, il me prend à la trêve et il me dit: «Non, tu vas monter devant. Avec Steph Pye, tu vas monter, je vais te faire jouer là». Daniel Jean Dupeux qui est pour moi aussi dans la science du football pur, de qualité à la nantaise, Daniel Jean Dupeux est quand même aussi réputé pour ça, en tout cas pour moi. Et il me dit: «Non, tu arrêtes d'être milieu gauche, je vais te foutre devant». Alors, je dis: «Bah, je sais pas moi, mais» il me dit: «Crois-moi, tu vas monter devant» et c'est l'année de la coupe d'Europe où on se qualifie l'année d'avant avec une bande de potes et on se qualifie et c'est là que, bah, la deuxième j'explose en étant avec un duo avec Steph, Paille, voilà et c'est certainement le seul duo de toute ma carrière avec, tous les grands joueurs à qui j'ai eu la chance de pouvoir jouer avec eux. Avec Steph, Paille, c'était extraordinaire parce que dès son impulsion, je sais pas pourquoi, c'est l'alchimie du football, il y a pas de truc. Dès je savais comment il se déplaçait, je savais où il fallait que je me place et c'est pour ça que notre père, elle a énormément marché tous les 2. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Mmh. Ouais, ça a été très vite, quoi. Ça a été très vite parce que notre match de coupe d'Europe, je vous rassure, on a été volé, hein, puisqu'on les avait défoncés au match aller, au match retour. Ah ouais, ouais.
et à Venoix, puis Venoix, c'est mythique, quoi. Puis c'était le stade magnifique. Des anecdotes de dingue contre Saragosse. Au match aller, ils nous ont pas pris au sérieux. Et on 3-2 parce que l'arbitre, elle était gentil. Parce qu'à l'époque, le Saragosse faisait partie des 5-6 clubs mythiques d'Espagne, hein, derrière toute la bande, là, avec Brême et tout ça. Et on avait fait un match exceptionnel. Donc, on avait malheureusement gagné 3-2, mais on aurait pu, voilà. Et on marchait sur l'eau. Ce jour-là, c'est ça la folie du foot, c'est que même tout le monde marchait sur l'eau, quoi. On était à la mi-temps, fallait qu'ils nous retiennent parce qu'on était tellement surexcités qu'au bout de 7 minutes, on voulait re-rentrer. Donc, parce que c'est la magie, parce que vous avez un public, parce que vous avez un petit stade, ils pensaient que c'était le terrain d'entraînement. Ouais, ouais, des trucs comme ça. Mais on était tellement une bande de potes complètement. Puis on jouait bien, quoi. Jamais, on puait le foot avec Daniel et puis les joueurs qu'on avait qui sont complètement. Des joueurs souvent qui avaient fait toute l'épopée pour remonter en première division. Donc ça, c'est fabuleux. Et ça, c'est la magie des clubs. Et là, mais au match retour, on s'est fait voler quand même. Là, oui, 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 on s'est fait voler. Et c'est là que, effectivement, bah, j'ai pris conscience après ce match-là. Bah, après, ça a sonné partout. Et puis tout s'est enclenché. Avec Steph, j'ai marqué, marqué, marqué. Et puis un mois après, bah, j'étais sélectionné en équipe de France. Et puis après, le début des épopées du football business, avec plein de coups de téléphone. Voilà. Alors, juste avant de parler de l'équipe de France, effectivement, juste pour recadrer un petit peu pour nos auditeurs, Mhm. ta deuxième saison avec Caen, elle est, comme le disait Guillaume, elle est vraiment démentielle. Tu marques 20 buts en championnat. Je crois que sur les 16 premières journées, tu dois en marquer 11 ou 12, donc tu marques quasiment à chaque match contre, Ouais, ouais. contre tout le Mhm. monde, petite et grosse équipe. Tu as effectivement ce match fabuleux contre Saragosse où tu parlais de cette complicité avec Stéphane Paille et c'est particulièrement frappant quand on regarde ce match parce que tu tires et puis clac, tu as l'impression que tu tires un peu n'importe où et exactement dans les pas de Paille qui marque, tu lui fais marquer un but, Ouais, je ouais. crois que tu lui fais marquer deux buts, tu en marques un toi-même. Ouais, Donc ouais. gros match. Non, il a croqué. Ce gros malin, maintenant qu'il est décédé, je peux le dire. Ouais, mais il pousse et j'ai eu peur qu'on soit hors jeu. Mais c'est pas grave à rentrer. Mais on en rigolait tellement. Stéphane Paille était la star quand même de l'équipe, hein, avec tout ce qu'il avait, le CV et tout ça. Et c'était aussi la hantise de Daniel, Jean Dupeux, parce que Steph était un fêtard de dingue. Mais au-delà de ça, c'était un pro. Mais bon, il avait connu tellement de choses, il était là pour la relance. Et Daniel Jean Dupeux, mais enfin, une alchimie d'une équipe. Vous savez, on avait un bagalo venois où il y avait un petit bar où les supporters et tout ça. C'est-à-dire que et Jean Dupeux était exaspéré. Au départ, on était deux trois au début de la saison. Bah après, on buvait un coup, puis de bière après l'entraînement. On sortait des vestiaires et puis on a un truc. Puis après, ça finissait qu'elle avait 13, 14, et ça finissait pas avant 14h, 14h30. Donc il a mis au là parce que c'était un meneur, quoi. Un meneur et il s'est relancé lui aussi là parce qu'il avait une période très difficile avec le star system qu'il avait connu, avec sa médiatisation en espoir, puis avec Eric Cantona, la paire et tout ça qui avait pas marché, enfin, qui avait médiatiquement pas marché. Et Steph a été quelque part un meneur excessif, mais ça a fait déclencher, c'est d'autres, une alchimie de ça. Donc avec Steph, on s'entendait à merveille. Pas dans la vie, parce qu'on n'est pas tout le temps, c'est pas parce qu'on s'entend sur un terrain, parce qu'il avait une autre vie. Mais en tout cas, après l'entraînement, on avait instauré le saucisson sec, la bière et les cahuètes. Voilà, ce qui exaspérait Daniel Jean Dupeux, parce que commencer à 3, on était quasiment 14-15 à rester après l'entraînement. Donc, à un moment donné, les cahuètes, le saucisson, la bière, Daniel en avait un peu marre. Mais on avait les résultats. Mais mon début de saison est mitigé. Et c'est à partir de la Coupe d'Europe que bon, ça a enchaîné comme ça, quoi. Pour revenir à cette Coupe d'Europe, de mémoire, quand vous faites le match retour à Saragosse, Daniel Jean Dupeux, il prend une décision un peu bizarre, c'est qu'il met Stéphane Paille et Dedeban en défense. En libéraux, ouais. Steph Ouais. Paille.
Bah, nous Quand tu aussi, hein. apprends ça, quand il vous indique ça, c'est quoi, ouais, votre réaction quand Daniel Jean Dupeux vous dit: «Bon, bah, voilà, en défense, il va y avoir, Deban et Payet». C'est pas un peu surprenant ou ça passe crème Il pour vous? Non, mais parce qu'il voulait mettre de la vitesse devant avec Fawzi Rouissi Ouais. et puis il nous sort ça, effectivement, il l'a dit au dernier moment. Donc nous, en déconnant, parce qu'on était vraiment une bande de déconneurs, hein, entre nous, on se dit: «Putain, il est passé à la buvette avant de venir, quoi». Et là, c'est la surprise et Steph, il me dit alors il explique, bien, même si c'est complètement ahurissant. Il y a 2 entraîneurs qui sont comme ça. Roland Courbis, mais lui, c'est autre chose, parce Ouais. que lui et puis Daniel qui avait rêvé cette nuit-là, qui dans sa tête, qu'il fallait le mettre derrière pour la jeu de tête de je sais pas qui, de truc, et puis il voulait gagner de la vitesse en faisant Fawzi Rouissi. Donc il nous l'a dit vraiment à la causerie, hein, Et parce que Stéphane Paille était pas au courant? si la veille, et puis il demande à Steph et tout ça, on se regarde et tout. Et Steph dit rien en déconnant, il dit: «Non, il y a eu Beckenbauer, il y aura Stéphane Patte derrière». Enfin des conneries quoi. Nous, on était tout le temps tous en conneries quoi. Bon, on n'y a Putain, il y pas avait cru quoi. 0, vous étiez un Hein? peu, vachement pas naïf, mais vachement insouciant, en fait. On était amoureux. Ouais. Enfin, moi j'aime pas, enfin, le mot oui, insouciance certainement, bien sûr, mais discipliné et Mmh. amoureux du foot et amoureux de on a épousé un projet de potes et de jeu, surtout. D'accord. Daniel avait cette faculté de transformer des joueurs comme Benoît Coé, qui étaient des jeunes débutants, comme Hippolyte Dangbeto, comme Joël Germain, comme Christophe Foin. Enfin, il est changé de place, il nous a changé de place et ça se voyait pas, quoi. Et Mmh, ça le d'accord. faisait progresser. Mais Daniel, moi, les yeux fermés, hein, c'était certainement. Je parle en pro, hein, je parle en pro, hein. Mmh. Celui-là qui ressemblait plus à ce que j'ai été formé, quoi. Ça a été certainement l'un des entraîneurs qui m'a le plus impressionné. Bon, c'est vrai que là, match retour à Sagos, il m'a vraiment impressionné en mettant Steph derrière, parce que moi, je me disais: «Putain, mais» alors il me dit: «Non, tu vas jouer avec Fawzi parce que Fawzi va vite et derrière, ils sont lents». Bon, bah et c'est vrai que au match retour, bon là, d'ailleurs, on l'a vu quand on se serre la main, hein. On a vu que l'arbitre était bien rouge. D'ailleurs, il a été suspendu après le truc. Et quand on a vu que Fawzi Rouissi partait en vitesse de notre camp, était signalé hors jeu, on a compris qu'on n'avait pas grand-chose à faire et qu'on avait compris qu'on était un petit en Coupe d'Europe. Voilà. Alors, je dis pas que le match a été acheté, mais effectivement, il y a eu, comme vous le dites, Jean-Michel Larquet, voilà, a dit aussi des choses un peu similaires. Mais effectivement, on s'est fait voler au match retour. Voilà. Ils nous ont pris très au sérieux, hein. Tu disais que l'arbitre était rouge, il y a d'autres joueurs qui disaient carrément qu'ils sentaient l'alcool à 10 Ah oui, oui, mètres. oui, 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 bah, oui, on rajoute ça, oui. Je pense que la soirée, il a dû danser et faire des claquettes, quoi. Voilà. Mmh. D'accord. Je pense, oui. Et la preuve, parce que je Alors crois après, il a été il est suspendu d'ailleurs. gallois, il est en Espagne et il peut prendre la chaleur plus rapidement peut-être, c'était lié à Oui, ça. bah, bien sûr. Mais il y en a d'autres qui le prennent rapidement, mais qui arrivent à ne pas être rouges et claquer Ouais. les Ouais. sentinelles. Mais bon, L'alcool, j'ai voilà. pas d'explication, hein, Xavier, hein. L'alcool, j'ai pas d'explication, mais Mais non, mais c'est connu, quoi. C'est vrai qu'on a eu des trucs incroyables sur le match retour, même s'ils nous avaient pris très au sérieux. Il y avait des trucs qui ont été aberrants. Après, maintenant, on peut pas. Je crois qu'il d'ailleurs, il a été suspendu après Ouais, je crois pas qu'il y ce avait des match. histoires un Ouais, peu, un ouais, peu, un peu louches. il avait l'habitude de danser les claquettes, je crois, d'après d'accord. ce qu'on a compris. Voilà. Quand vous perdez ce match, vous êtes révolté par l'arbitrage, vous êtes un peu déçu par votre performance, vous êtes un peu surpris par la tactique de Jean Dupeux. Comment vous le vivez cette On le sortie vit, on le vit, on le vit très mal. Ouais, Parce que on a tout donné, quel que soit que Daniel fasse le coup de poker qu'il ait tenté avec Steph derrière ou avec, les 2 Steph, hein, les 2 bancs, ouais, Mmh. et trucs, mais le sentiment de s'être fait voler, quoi. On le vit très mal parce que, on avait surtout le match aller, on avait fait un match, bah, ouais, vous savez, il y avait des soirs de coupe d'Europe quand on le voit en Ligue des champions ou un truc comme ça. Il y a des soirs où vous savez pas pourquoi vous volez. Tout la ville, le club vole, l'équipe vole, tout le monde est et là, on avait le sentiment quand même de s'être fait voler et
Je pense que ça a cassé un peu le truc parce que dans l'insouciance et dans la volonté de jeu qu'on avait, on a inconsciemment, je sais pas comment ont réagi mes potes de l'époque, mais moi, je me suis dit, putain, c'est pas croyable. C'est ahurissant, quoi. Et après, moi, comme j'ai enchaîné les trucs et l'équipe de France, j'étais sauvé un petit peu par ça. Mais je sais que beaucoup de mes coéquipiers ont énormément drogué parce que Saragosse, il faisait partie des 5 meilleures équipes espagnoles, hein, Ouais, derrière bien sûr. l'Atlético. Enfin, voilà. Enfin, on se disait, waouh, ça a été tellement été louche que ça nous a. Pour l'insouciance et pour ceux qui, à part Steph, deux, trois joueurs qui avaient connu ça, le haut niveau et la Coupe d'Europe, bah, nous, on se dit, putain, on s'est quand même fait bien voler, quoi. Ça a été, je pense, un coup de frein parce que derrière, on a patiné dur la deuxième saison, quoi. Mm. Ouais, On a pas fait. ça vous coupe un peu les jambes, ouais. Pas moi, parce que derrière, j'ai eu la chance de connaître l'équipe de France, de ceci, donc j'ai eu la chance d'être très médiatique, mais je sais que pour certains, ça a un petit peu cassé deux, trois trucs. Et c'est D'accord. pour ça qu'on a fait une saison plus que moyenne la deuxième année, quoi. Mm. Et puis le banc de Caen était quand même pas très profond aussi pour Ouais, gérer. voilà, mais on s'en est sorti parce qu'à Benoît, c'est. Waouh! Et Hmm. puis c'est marrant parce que quand on a rencontré des clubs comme Paris et tout ça, puis après, comme puis moi je suis pote avec Antoine Cambara et toute la bande, putain, quand on va à Benoît, on le sent, quoi. C'est à ce coup, quoi. Alors que c'est un stade complètement atypique. Chaque Hmm. stade a son odeur avec une piste, avec ceci, cela, quoi. Mais il y en a quelques-uns qui se sont fait secouer à Benoît, quoi. Ce match de Coupe d'Europe a laissé beaucoup d'amertume, je crois, par Ouais. rapport à plein de choses. Chacun a eu sa réaction, mais on a eu l'impression qu'on aurait dû faire un autre tour, quoi. Donc, ça a été digéré des façons différentes. Je sais qu'il y a eu plusieurs potes qui, alors qu'ils avaient fait un bon début de saison, qui ont plongé, qui ont eu du mal, quoi. On a eu du mal à se remettre quand même de De ce. l'extrême. Ouais, ouais, de ce truc-là. Alors que c'est fabuleux, hein. C'est la seule Ouais. fois que le truc, voilà, mais c'est comme ça. Mm. Et donc toi, le mois suivant, donc vraiment un mois après, tu es appelé en équipe de France par Gérard Houllier, qui Mhm. remplace Michel Platini après l'énorme Mhm. déception de l'Euro 92. Il y a une sorte de campagne pour dire il faut appeler Gravelaine, il est en train de cartonner. Mais est-ce que toi, du coup, tu t'y attends à cette sélection? Non, non, non. Non, ben, alors Thierry Roland, Jean-Michel Larquet, parce qu'après, on n'a pas dormi hein, de la nuit. On n'a pas fait la fiesta. Je suis rentré à la maison, mais tellement cet événement-là, je parle du match aller, hein. Ah ouais, Hmm. Et l'adrénaline qu'on avait mis, moi, à six Bien heures du sûr. matin, j'étais en train de sortir les poubelles. Bon, je le fais naturellement parce que voilà. Et le lendemain matin, quand on a été au décrassage, on a vu au-delà, ils m'ont dit, oh putain, tout ce qu'ils t'ont mis à la télé, c'est super. Enfin, toute la famille qui appelait, tout ça. Mais même nous, on était fiers, quoi. À la limite, il y avait eu un entraînement à 6h30, tout le monde aurait été là, quoi. Hormis Ouais. Steph, hein. Hormis Steph. Lui, je pense qu'on l'aurait récupéré. Steph, je dis ça en rigolant, mais ça a été, waouh. Ça a été, quel que soit ça. Souvent en France, on vous colle des images, mais ça a été un putain de garçon médiatique qui nous a amené le fait que Steph Paille arrive au Stade Malherbe, on n'y croyait pas, quoi. Donc ça a ouais. été quand même quelqu'un qui nous a emmenés médiatiquement par rapport à plein de choses. Et si on et j'ai vu la déferlante dès le lendemain après-midi. D'accord. Ah, là, ça a commencé quand j'ai revu le match après, parce que mon épouse l'avait enregistré, tout ça. Et là, ça n'a pas arrêté de sonner, donc ça s'est déclenché. Puis, je sais plus, après, j'ai enchaîné les buts, le match d'après. Mais je m'attendais pas, parce que la sélection, c'était quasiment mon anniversaire. Je crois que c'est le jour de mon anniversaire que la liste a été truc comme ça. Mais Daniel m'avait dit, parce que j'avais enchaîné les buts, il me dit, au-delà de la campagne, il me dit, alors peut-être qu'eux, ils savaient au club qu'on avait, enfin, où j'avais des échos, je sais pas, mais. Et je l'ai su, je crois, à mon anniversaire. Bah, cette période-là, tu as une période de 5-6 matchs qui est quand même assez dingue. Tu marques 2 buts contre Toulouse, tu marques contre Toulon, tu marques de nouveau le match d'après contre Le Havre, tu marques de nouveau contre Auxerre. Le Ah match ouais. d'après, tu marques pas. Et ensuite, triplé 10 jours après ta première sélection. Raconte-nous un petit peu ta première sélection. Est-ce que tu as un sentiment de revanche vis-à-vis d'un Budzinski, par exemple? Ah non, non, non. Non, 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 c'est la fierté. Je me fais tout petit. J'arrive avec Lisa.
pense qu'on doit être dans les mêmes tempos avec Lisa et puis Jérôme Niaco, je crois. On doit être dans le même tempo de D'accord. rentrer dans l'équipe de France. Puis à côté, vous avez Loustic, hein, qui ne vous parle pas. Alors, quand vous arrivez à Clairefontaine, bah, c'est la bande où il y a huit Marseillais, quatre Parisiens, enfin, et Ouais. Et puis, un, voilà. un gars de Caen, quoi. C'est vraiment. Un gars de camp, puis Loustic à côté, Ouais, Canto. ouais, Ouais. Et Ouais. Quant au papin, là, ouais. là, moi, on me donne la place à côté de Canto. d'accord. Il parle pas, il me parle pas pendant 2, 3 jours. Et quel truc. Et j'ai dit, bah, puis j'arrive les yeux écarquillés, quoi, parce que Ouais. vous regardez Marseille, vous regardez, il y avait 7 ou 8 Marseillais à l'époque, hein. C'était à l'époque des Guignols, de Papin, Cantona, quoi. La Colac. Et Marseille avait joué une finale de Coupe d'Europe un Ouais, an avant, ouais. puis vous êtes arrivé sur la pointe des pieds, quoi. Vous êtes Hmm. tout comme ça. Donc, puis il me dit que Gérard, parce qu'il y avait Aimé Jacquet qui Mhm. était là-dessous, hein. Ouais. Gérard me dit, tu vas commencer, enfin, au bout d'1 ou 2 jours de début de stage, tu vas jouer. C'est l'Autriche, quoi, au parc. Il me dit, je te mets, tu vas jouer comme ça, mais tu vas jouer à gauche. Bon, voilà. Donc là, c'est la trouille, hein. C'est un mélange. C'est comme vous êtes papa, hein. Un coup, vous avez la trouille, vous êtes heureux, vous êtes truc, vous savez pas Ouais. quoi. Et puis au bout de 2, 3 jours, comme vous aviez des chambres individuelles à Clairefontaine, puis j'étais à l'époque, là, ça commençait avec les contacts avec Bernard Tapie, avec Marseille. Ah oui, ok. Ouais, c'était ça. Et puis, au bout de 2, 3 jours, il y a le loustic à côté, là, qui tape à la porte, 22h30, dans ma chambre, Canto, qui arrive, avec 2 cafés à la main, 22h30. Il me dit, Café il à paraît, il 22h30. paraît que tu es en contact et tu vas signer à Marseille. Bah, je dis, bah, oui, je suis en contact. Il dit, moi, je vais t'expliquer quelque chose. On est rentré, on a parlé jusqu'à 2 heures du matin de football. Et à partir de ce moment-là, c'était dans la semaine, hein, qu'on jouait. Et le lendemain, voilà, Canto, il m'a parlé, il m'a fait. Mais j'étais admiratif de Canto. C'était plus Canto Papin. Oui. Donc après, le lendemain, comme si de rien n'était, tiens, tiens, prends ça, tiens. Alors qu'il m'a pendant 2 jours, il m'a pas calculé, quoi. C'est des émotions incroyables, une énergie. C'est là qu'on peut comprendre plein de choses. Mais et puis après, Canto, bah, c'est Canto, quoi. Ouais. Et après, j'étais, voilà. Mais la première semaine, elle a été dure, quoi. Elle a été dure parce que c'est le rêve de gosse qui se réalise, quoi. Hmm. Et, et quand vous avez tous les Marseillais qui jouaient la Ligue des Champions, Basile, Sauzet, enfin toute la tribu, plus la tribu des 4 Parisiens, qui s'entendaient pas. C'était un Donc peu ça, la tu le sens, guéguerre à toi? l'époque, quoi. Tu le Hein? sens, toi? Tu le sens, les tensions entre les Marseillais et les Parisiens? Toi qui est un peu extérieur enfin qui est extérieur à Non, mais cette rivalité, tu la sens quand même. bon, il y avait Bernard, David, Gino, Bernard Lama et tout ça, mais quand vous avez les Marseillais, quand ils arrivent là, c'est la grosse armada, hein, Basile, Ouais, Gazo. Vous voyez ce que je veux dire? bien Puis sûr. c'était les trompas, enfin, ce qu'on dit les patrons, quoi. Ouais, Voilà, donc JP, enfin voilà. Donc, c'est pas la guerre, mais on sent qui est qui, quoi. ouais, Et ouais, puis, chacun marque son territoire, quoi. mais par contre, il n'y avait pas de trucs comme ça. Mais puis à Canto, il y avait Laurent, enfin, il y avait du monde. Il y avait de l'extérieur aussi. Puis nous, avec Lisa, on arrivait. Je crois que je suis arrivé la première saison où Lisa en avait une avant moi. Mais on savait qu'il y avait les Marseillais qui étaient supérieurs, quoi, parce qu'ils étaient nombreux, quoi. Il y avait puis Bernard Tapie et Bernès, enfin, toute cette bande-là avait quand même une certaine influence à l'époque sur l'équipe de France, quoi. Faut pas se le cacher. Au-delà d'Eric Cantona, qui t'impressionne un peu par à la fois son vécu et puis son Ta charisme, gentillesse, surtout après. et sa Ta gentillesse, et gentillesse. donc le côté un peu particulier où il est hyper, il prend tout le monde de contre-pied, en fait. C'est quelqu'un qui prend un contre-pied Ouais. pendant 2 jours, puis après pendant 3 jours, il est hyper gentil. Est-ce que il y a quelqu'un qui, pour le coup, à ce moment-là, quand t'entres, t'impressionne techniquement ou physiquement en équipe de France? Canto, il arrivait toujours en retard. Et il n'impressionnait pas. Canto, ça n'a pas été le plus grand joueur du football français, hein. Mais, il avait un putain de charisme. Oui. JPP avait un autre charisme. Basile,
Et moi, j'adorais mon Basilou, mais il a impressionné. Enfin, c'était des styles différents. Non, D'accord. ceux qui m'ont le plus impressionné dans le football que j'ai rencontré, ils sont pas en équipe de France. D'accord. Voilà. Et par contre, attention, c'était du haut niveau, hein, bien sûr, mais les plus impressionnants, bon, moi, j'ai fait l'armée, avec le décalage au bataillon de vie. Quand j'ai vu Zizou à 18 ans, moi qui avais 23, j'ai compris très vite que, waouh, waouh, il y avait monstrueux. Mais j'ai joué avec Georges Weah, j'ai vu du Enzo Francescoli, j'ai vu du Chris Waddle, JPP, lui, c'était l'instinct du buteur parce qu'il a vachement bossé. Kanto était capable de trucs de génie extraordinaires et il a vraiment explosé en Angleterre parce que son caractère était fait pour en Angleterre, alors Mmh. qu'il était banni en France par ses bêtises et puis par même sa façon d'être qui est complètement atypique. Mais en France, enfin, tout de suite là à l'heure actuelle, non. Non, personne. J'ai Georges Weah, mais et celui-là avec qui j'ai joué qui m'a le plus impressionné. Ouais. Au-delà de sa gentillesse et puis son truc, mais j'ai vu des joueurs, ça veut pas dire qu'on n'avait pas une grande équipe de France, parce que je pense que malheureusement, moi, je l'ai quitté, après ils sont pas qualifiés en j'ai quitté l'équipe de France, en 94 parce que, Mmh. j'ai pu jouer là-bas et que malheureusement, ce qui s'est passé, les trucs. Mais, j'ai vu des joueurs dans le championnat de France qui étaient, étrangers, qui étaient supérieurs à c'est difficile à dire parce que quand on est en équipe de France, c'est quand même que voilà quoi. Mais Georges Weah est celui-là qui m'a le plus impressionné, hein. D'accord. Mister Georges. Ah ouais. Ah ouais, le bonhomme, c'était quelque chose. David aussi, David Ginola avait des qualités différentes, mais Georges était très complet, quoi. Quand je voyais un joueur comme Chris Waddle qui faisait toujours la même feinte depuis des années, que tout le monde pouvait regarder 10 fois et ça recommençait, c'est un signe de génie. Même si dans la globalité de son match, c'était pas comme ça, mais un garçon comme Enzo Francescoli, c'est un bonheur à voir, quoi. Je sais pas si vous êtes Ouais, au bien sûr, Ouais, courant. bien sûr. évidemment. Voilà, c'est de la beauté, quoi, pure et dure, quoi. Mais en Ouais, c'est France, je dis pas qu'attention, hein, peut-être que là, à l'instant T, mais en équipe de France, il y avait pas. Kanto était capable de faire des trucs extraordinaires, comme vous pouvez passer de côté complètement à travers, quoi. Des trucs. Kanto était vraiment côté british, quoi. Fallait pas le faire chier. Il était libre de penser, de faire des trucs comme ça. Mais après, c'est pas qu'il a été gentil, mais c'est qu'on a discuté pendant 2, 3 heures dans la chambre. Il a peut-être vu que j'étais aussi, moi aussi, un petit peu écorché vif, où on ne pouvait pas trop un m'imposer des trucs. sentimental, un affectif, Voilà, ouais, je un pense que c'est émotionnel. ça, ouais. Mmh. Et après, ça a été, j'ai eu la chance que, voilà, quoi. J'ai beaucoup appris, mais tout allait vite, quoi. Ouais. 4 ans avant, j'étais viré du FC Nantes parce que je travaillais pas assez et j'étais totalement en équipe de France avec ça. Mais attention, hein, il y avait des vrais patrons hein, quand vous aviez Cazot, Moser à l'époque, quand vous aviez Mmh. Marcel sur le dos, Moser, c'était pas un poète non plus, hein, plus que Ouais, là. Enfin, il était dur. Il était dur et il méchant, était ouais. méchant, pas pareil, méchant. Je dirais plus dur, mais vous aviez du Cazot. Didi Meco, Jocelyn, Guangloma, c'était top, mais c'était du costaud. Mais en football français, pour la première question, hein, pour moi, Mmh. celui-là que j'ai avec qui j'ai joué, Oui, attention, bien sûr. c'est Mister Georges. Pour revenir à ce match contre l'Autriche, donc tu es titulaire, tu dis toi-même tu joues à gauche, un peu en soutien des attaquants. Ouais. C'est un match où vous, vraiment où vous dominez. La France gagne 2-0, mais je crois qu'il y a 4 buts qui sont, refusés. Je me Papin rappelle plus trop. rate un Ouais. penalty, enfin bon, vraiment énorme, Mm. énorme victoire. Tu as un feedback après ton match de Gérard Houllier? Tu penses que tu as bien réussi ton match? Non, je pense que j'étais timide. J'étais timide, j'étais le premier match, hein. Soit vous explosez tout, ou soit j'étais moyen, moyen. Pas besoin de feedback. Moi, je sais que j'étais moyen. D'accord. J'aurais pu, mais j'étais pétrifié un petit peu. Et puis après, il m'a sorti. Je crois que c'est Pascal, peut-être, qui me remplace. Veillera, peut-être, je sais pas. Parce qu'il y avait aussi de l'Auxerrois grâce à Giroud. Ouais, c'est Bayerois qui te remplace à 20 Voilà, minutes, voilà. de la fin à peu près, ouais. Pascal, que j'adore, hein. Mais j'ai pas. Peut-être que j'ai fait le match avant, quoi.
par la trouille et la semaine. Alors que dans la semaine, j'étais bien. Peut-être que j'étais un peu pétrifié par l'enjeu, quoi. Par ma première sélection, quoi. J'ai pas osé ce que je faisais. Voilà. Puis c'est un autre niveau aussi, hein, attention. Mais Voilà, donc non, non, je m'estimais moyen. Mais l'essentiel, c'est qu'on ait gagné, quoi. tu t'es rappelé le mois suivant, Mhm. même schéma tactique. Tu joues de nouveau, tu es de nouveau remplacé par Vairoa, cette fois-ci à 10 minutes de la fin. La France gagne 2-1. Comment tu te sens après ce deuxième C'est match? Tu quoi? te C'est la sens Finlande, ça? c'est la Finlande, ouais. Tu te sens un peu mieux établi? Je me rappelle pas. D'accord, Franchement, toute honnêteté. Après, d'accord. je me rappelle la passe décisive au Prater à Vienne, où on gagne 1-0 et puis JPP qui se barre et là, j'y fais une passe d'ess. Mais la Finlande, je me rappelle pas énormément. Ça vous dérange, les gars, si je fume une clope? Non, non, bien Non, sûr que pas du non. tout. Cherchez une clope, bougez pas. Ouais, je peux avoir des défauts, hein. En 98, il y avait beaucoup de fumeurs, non? Ils ont été champions du monde. Non, j'arrête, Mais bougez j'ai pas. j'ai l'impression qu'à ton époque, de toute façon, quasiment tout le monde fumait, hein. Je sais que Loïc Amis nous racontait qu'à Marcel Ouais, c'était Sopin un à vrai Nantes, pompier. Non, mais à c'était, Marce- oui, voilà. Marcel Sopin, tu avais Non, mais des moi, volutes de attendez, fumée. moi, je pars d'un truc, je pars d'un principe. On avait certes des défauts, mais les bières, la cahuète, la clope, avec des dosages, bien sûr, Ça voilà. n'a aucun Mais impact ce sur la côté-là performance. amène une chose qu'a perdu le football, une certaine. Alors, il n'y avait pas tous que des fumeurs, mais beaucoup ont fumé parce que l'intensité était moins grande aussi que maintenant, parce que maintenant, il Ouais. faut courir vite, il faut aller haut, pour c'était haut. Enfin, c'est pas le Maintenant, même football. maintenant, C'est pas c'est le des même football. athlètes. C'est des athlètes. Ton époque, c'était des Voilà. footballeurs. Maintenant, c'est des Mais athlètes. enfin, un athlète qui court vite et des trucs comme ça, à un moment donné, quand on a les pieds paquets, on a les pieds paquets. Donc, Ouais. c'est pas méchant, hein. Mais il y avait beaucoup de fumeurs après. Mais oui, C'est qui le plus gros fumeur, le plus gros fumeur parmi tous tes Que tu as coéquipiers? côtoyé. Que tu as côtoyé. ouais, c'est Steph. Ouais, Stéphane Paille. Steph fou. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, mais on fume. Mais bon, après, en 98, où ils ont été champions du monde, il y avait des fumeurs dans le groupe, hein. Donc, Ouais, Il y a Laurent Barthez, Blanc. Laurent Blanc, c'est un gros Laurent fumeur. bah, Blanc, Lolo, oui, Barthez. on fumait quand on jouait à Marseille ensemble. Alors, je vais vous raconter un truc qui va vous faire rire. C'était Roland. Nous, il y avait trois joueurs. Dès qu'on arrête, on avait fini notre match, notre truc de décompression, parce que c'est la club de décompression. Si vous sortiez d'une heure et demie où on avait couru, les trois joueurs, alors après, ils m'en voudront pas, puis je m'en fous, de Mais toute façon. non. On enlevait nos chaussettes, nos trucs, on gardait notre short, on allait enfin, dans les douches. Il y avait Lolo Blanc, Pat Colter et moi. D'accord. Et on fumait notre clope, mais parce que pour décompresser, et on Oui. était bien, quoi. Et puis, alors ça, c'est Roland tout craché. Roland Courbis, parce qu'à l'époque, on pouvait fumer sur le banc, enfin, on pouvait faire un truc comme ça. Ouais. Puis Roland, c'est spécial. Et à la mi-temps, parce qu'il savait qu'il fumait, et à la mi-temps, il nous engueule, et il m'engueule, je sais pas pourquoi, sur quel match. Et puis, on allait pour sortir, il me dit, viens voir. Et il me dit, j'ai fumé toutes les clopes, ils sont où tes clopes? Et j'ai dit, bah, mon parka, quoi. Bon, oui, je te les prends. Mais vous voyez, c'est ça, c'est des anecdotes Ouais. qui sont incroyables. Et puis après le match, c'est moi qui vais réclamer mon paquet de clopes. Il me dit, mais il en reste que deux. Il dit, ah, me casse pas les couilles, je vais dans la maison. Et puis sur le lendemain, il arrive, il me convoque dans son bureau, il me met une cartouche de clope. Vous Ah voyez, ouais. c'était une autre. Enfin, je veux dire, mais par contre, quand il faut bosser, enfin, c'est pas parce qu'on fume. Alors, bien sûr qu'on fumait pas deux paquets par jour, hein. Moi, c'était plus Mm. du truc. Mais c'est vrai il y a des périodes. Après, il y a eu, chez les jeunes, il y a eu la chicha. Enfin, voilà, quoi. Ouais. Chaque période a son truc. Mais je pense que les footeux, la nouvelle génération est moins club que nous, on était notre époque. À Nantes, connu ça, hein. Il y en a plus Ouais. d'un qui fumait, Ouais. Vaïd. Ouais. Et voilà, quoi. Mais il y a beaucoup qui fumaient, ouais, effectivement. Ouais. Ça vous fume dans votre podcast? Non, mais Non, vraiment, pas du tout. C'est parce que je suis Franchement, naturel, hein. C'est pas Franck Sylvestre qui se balade sur une plage à la Guadeloupe, hein. Attention, là, on est sérieux. ouais, c'est bien. non, par contre, Franck il porte bien. on a eu Didier Six qui fumait aussi. Donc, je vois de plus en plus de similitudes entre toi et Ouais. Didier. C'est assez marrant. C'est la fin de ce premier volet avec Xavier Gravelaine. On se retrouve la semaine prochaine
Pour une deuxième partie explosive, on va parler de ces passages au PSG, à Marseille, à Watford, à Strasbourg, avec de belles révélations sur ce passage qui malheureusement n'a pas donné toutes les promesses que l'on attendait. Et bien sûr tous les autres clubs que Xavier a visités lors de sa très longue et très belle carrière. On va parler vraiment de plein de choses, il y aura de très belles anecdotes. Merci à Shahan Petrosian pour nous avoir permis d'avoir accès à ces fabuleuses archives. Merci Shahan encore de ton aide précieuse et avec tellement de générosité de ta part. Comme toutes les semaines, je vous rappelle que vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux, sur notre page Instagram, sur notre page Facebook, sur laquelle vous pouvez discuter avec plusieurs dizaines de milliers de fans comme vous, fans du foot d'avant, avec lesquels bien sûr vous pourrez échanger tout en restant courtois. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez aller sur notre site web où vous trouverez tous les épisodes du podcast des légendes ainsi que des articles, notamment ceux de Jean-Christophe Ray et de Johan Sonek. Des articles qui, je l'espère, et j'en suis même persuadé, vous passionneront. Merci à toutes et à tous de votre fidélité au podcast des légendes. On se retrouve la semaine prochaine.